On passe dans le cadre de son café littéraire. يسدوا سد تيمليلي ثالثاً dans le café littéraire باش هكا نسقردش pour débattre autour des idées. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre ami Arskim Trof, qui a fait un parcours de vrai combattant. Mais donc il est en même temps journaliste. Donc il a contribué dans des quotidiens, des hebdomadaires au la décennie noire. Donc en 1993, il fonda avec Tarajaout et Abdelkrim Djahadi l'hebdomadaire, donc le journal hebdomadaire Rupture. Et après l'assassinat de Djaout, donc Arskim Trof, il s'est établi en France où il continue sa fonction de journaliste. Il est aussi écrivain, poète, essayiste. Donc il a à son actif près de 16 ouvrages entre la poésie, les romans, les nouvelles et les essais. Donc le dernier paru en 2017 d'ailleurs, au Missoula, donc Mes cousins des Amériques. Donc le dernier livre éditeur Ismaïas, Mes cousins des Amériques, sur lequel donc, on va peut-être débattre. Mais le thème de la rencontre Wessa, Ismaïas, exil, escale, voyage. Donc, بلا ما نعطل بلا ما نسيتي أي نديرها مرة خاطر ماشي داين ديني يون. Donc, Yassine Saadi Iwaken pour qu'il fasse son speech, puis on passera au débat. Tenmir Noun, Azul Flek Massoum Trof, un soufislik, c'est au cas. Merci de m'avoir invité. Ça faisait un moment que j'avais envie d'être invité à Oka, surtout que ces derniers mois, comme vous le savez, vous êtes au premier rang pour ça. À Oka, c'est devenu, ce café littéraire est devenu un symbole de la volonté de garder une liberté d'expression et de ne pas se soumettre au dictat des pouvoirs, quel qu'il soit, dans la mesure où la parole n'est pas... Dans la mesure où la parole n'est pas un cadeau qu'on nous donne, mais quelque chose qu'on arrache. Voilà. Et donc, ce café littéraire, par ce qui lui est arrivé, par le combat qu'il a mené ces derniers temps, duquel je suis absolument solidaire, nous a conforté dans l'idée qu'il ne faut pas attendre qu'on nous donne la parole, il faut la prendre. Voilà. Donc on la prend. Alors, quand j'ai commencé à discuter avec Fatah de cette soirée, il m'avait demandé un intitulé, un titre pour cette... c'est pas une conférence, j'appellerais ça une causerie. Je lui ai dit, on va appeler ça exil, escale, voyage, parce que c'est un peu le sujet de ce livre, Mes cousins des Amériques, mais aussi, je crois que nous sommes dans une époque avec la mondialisation, avec Internet, les technologies, etc., dans une époque où les frontières commence à être très approximative, où on sait ce qui se passe chez les autres, etc. On est dans une espèce de voyage à la fois virtuel, mais aussi réel, puisque la possibilité de voyager est toute proportion gardée, évidemment, hein, est donnée un peu à tout le monde. Je me souviens que quand j'étais adolescent, enfin, comme les gens de ma génération, c'était très rare de rencontrer quelqu'un de notre âge qui a pu aller à l'étranger. C'était يروح لفرنسا
Voilà, c'était. Alors que maintenant, c'est une banalité. J'entends à Alger les adolescents de mon quartier d'Alger. Ils se disent, ouais, j'étais à Sydney, je reviens de machin, etc. C'est devenu vraiment. On est dans une autre phase, dans le déplacement, dans le voyage, dans l'escale, et même dans l'exil. Alors, personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, justement parce que j'ai dû, pour des raisons qui ont été évoquées là par camarade tout à l'heure, j'ai dû partir en 1993, m'établir en France, et je suis rentré dans une autre problématique, c'est-à-dire que militer pour ses idées, etc., mais dans un autre cadre, qui n'est pas du tout le même. Et là, on découvre réellement ce que ça veut dire l'exil. Hein. Je ne le comprenais pas avant. Je pensais que c'était quelque chose de très beau, parce qu'on savait de l'exil, ce que rapportaient les écrivains, ce que surtout pour nous, Kabyles, ce que chantaient nos chanteurs, c'était surtout ça, l'exil, l'immigration, etc. Et depuis que je vis en France, donc j'ai été amené à m'immerger dans ce monde à la fois du déracinement, parce que c'est un vrai déracinement pour beaucoup, et en même temps de la nécessité de continuer à se créer une communauté. Parce que il y a l'attachement au pays d'une part, et il y a aussi le besoin de ne pas se sentir seul. De ne pas se sentir seul parce qu'on est on a des conditions communes avec des gens, etc. Donc, et je découvre qu'en France, il y a une espèce de, j'appellerais ça, d'une géologie de l'exil algérien, parce qu'il y a des strates à différentes périodes. Souvent, il y a évidemment l'immigration économique, les gens qui sont partis depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle pour des raisons économiques, mais ces raisons économiques elles-mêmes sont les conséquences d'une politique, c'est-à-dire qu'elles sont politiques puisque c'est la colonisation, etc. Et on va découvrir comme ça dans la géologie de l'exil algérien en France des couches qui sont liées aux grandes dates de l'histoire politique de l'Algérie. Et dans une des dernières vagues, c'est celle que j'ai connue moi-même dans les années 90 pour ces questions de violence, etc. Et que ça continue évidemment. Hein. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de comprendre un peu ce que peut vouloir dire l'exil, ce que peut vouloir dire le voyage. Par exemple, j'étais étonné de voir en France, à Paris, des intellectuels algériens qui vivent là-bas depuis une quarantaine d'années, mais qui ne voyagent pas en dehors de France. Parce qu'il n'y a pas cette... ils sont partis pour des raisons diverses, parfois politiques, etc. Mais arrivés là-bas, je me souviens que je discutais, par exemple, je vais en arriver au livre, quand je préparais ce voyage pour la Californie dont je parle dans ce livre, j'en parlais à quelqu'un, un ami qui vit à Paris depuis plus de 50 ans. Je lui dis voilà, je vais faire un voyage, je vais essayer de voir un peu comment vivent les Algériens là-bas, etc. Essayer de raconter un peu comment ils vivent. Il dit là, tu vas aller jusqu'au... Je dis oui, il me dit mais nous c'est la Belgique et l'Allemagne. C'est-à-dire, voilà, il y a une espèce de culture de la sédentarité dans l'exil. Qui existe de moins en moins parce que les gens qui partent maintenant, ils ont plus la culture du déplacement, et ça c'est grâce aussi aux réseaux sociaux, etc. Donc voilà, à partir de là, pour un certain nombre de raisons professionnelles, j'ai beaucoup voyagé en France, mais aussi en Europe.
Et donc je me suis mis à m'intéresser aux Algériens, c'est-à-dire à leur exil, à la façon dont ils s'adaptent, dont ils vont s'installer, etc. Et je l'ai fait un peu partout, hein, en Espagne, en Allemagne. J'ai essayé de voir un peu, et souvent des gens de ma génération, parce qu'il se trouve que par mon parcours professionnel, etc., j'ai rencontré énormément de gens en Algérie à l'époque, et c'est ceux-là que je retrouve dans différents pays du monde. Je vais les retrouver dans différents pays du monde, beaucoup de gens que je connais, etc., avec qui soit on a milité, on a eu des échanges, etc. Et là, quand je vais chez eux, je vais voir comment ils vont s'adapter, comment cette problématique qui m'a toujours intrigué. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais je ne suis pas du tout arrivé à saisir complètement les données entièrement. C'est comment, quand on part à cause de raisons politiques, de violence, quelles que soient les raisons, mais des raisons de crise, donc on abandonne tout, parfois on se déracine complètement. Il y a des gens qui ont tout vendu, qui n'ont plus rien ici, même plus de famille, etc., qui vont là-bas, donc qui partent avec quelque chose d'extrêmement douloureux, souvent, et comment ils vont vivre cette double douleur. Parce que c'est pas du tout évident de s'intégrer où qu'on aille. Hein. Je vais parler plus concrètement, par exemple, du Canada, qui fait rêver beaucoup de nos jeunes, et à raison. Je m'y suis rendu, j'ai enquêté, entre guillemets, dans le sens journalistique du terme, sur les motivations des uns et des autres, sur les conditions dans lesquelles ils sont partis, dans les conditions dans lesquelles ils sont installés, etc. Donc voilà. Et un jour, j'ai décidé en 2015, j'ai décidé donc de faire un voyage en Californie, et pour à la fois me balader, parce que j'aime beaucoup aussi aller dans les endroits fréquentés par des écrivains. Je voulais voir les écrivains aller sur les traces des écrivains de San Francisco, en particulier. Hein. Et donc, j'ai commencé à préparer un peu le voyage, et je le raconte dans le livre. C'est que moi, je fais partie d'une génération qui a été, qui a été pétrie dans l'anti-impérialisme, et pour nous, il n'était pas question d'aller aux États-Unis. C'était comme une immense trahison de quelque chose que d'aller aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de faire escale en 1978 à Houston, parce qu'on allait à Cuba pour le Festival international de la jeunesse à l'époque, et on passait par les États-Unis, mais heureusement que je ne suis pas sorti, quoi, qu'on nous a gardés dans une salle, surtout quand on va à Cuba. Alors là, c'est... on vivait quand on était plus jeune dans ce pays, on vivait une espèce de schizophrénie, parce qu'on était formaté pour être anti-impérialiste, etc. Et les États-Unis, la guerre du Vietnam, je rappelle quelques trucs comme ça. Et puis en même temps, on était nourri de culture américaine. On était nourri de culture américaine, parce qu'on allait voir des films américains, on écoutait de Bob Dylan, on lisait les auteurs américains, etc. Donc on était dans une espèce de déchirement comme ça qui était... Et moi, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, mais quand j'étais en âge et j'avais les moyens, les capacités de le faire, j'y allais pas à cause de ces blocages-là. Et le blocage pour moi s'est levé subitement le jour où j'ai appris que Kateb Yassine est allé à New York. C'est comme s'il nous avait délivré une contre-fatwa. Parce que Yassine, qui a écrit L'homme au sandal de caoutchouc, je me souviens, qui était faveur du Vietnam, L'homme au sandal de caoutchouc étant en Ho Chi Minh. Si Yassine est parti aux États-Unis, donc voilà.
Donc, mais j'ai mis très longtemps à réaliser ça, je l'ai fait qu'en 2016. Et quand j'ai commencé, je suis parti, je me suis dit, je vais aller voir un peu comment vivent les Algériens, mais en même temps, je vais aller me faire plaisir, je vais aller sur les traces de Kerouac, de tous ces écrivains de la contre-culture américaine, de la culture hippie, etc. Ça m'intéressait beaucoup de voir ce monde qui était contre la guerre du Vietnam, qu'ils ont créé une contre-culture. Oui, tout ça, ça a démarré à San Francisco absolument. Et d'ailleurs, l'une des curiosités, il y a un café qui s'appelle le Vesuvio à San Francisco. C'était le café qui était fréquenté par tous ces gens-là, hein, par Kerouac, etc. Et je me suis dit, je vais y aller, et j'y suis allé. Mais alors, j'ai commencé à parler un peu avec tous les copains à Paris, à Alger. Je commençais à dire, je vais aller, etc. Et puis les gens te disent, oui, je connais quelqu'un là-bas, etc. Et puis j'en ai parlé à Fellag. Et puis il me dit, Fellag, tiens, j'ai un ami à San Francisco, appelle-le de ma part, etc. Et je l'appelle. C'est quelqu'un qui s'appelle Dahman Dahmani, dont je parle beaucoup dans ce livre, qui a été boursier de la Sonatrach dans les années 70. Il était un brillant lycéen qui a eu, je sais pas, il a eu une note fabuleuse au bac, maths, etc. Il a été recruté par Sonatrach, il l'a envoyé se former dans une université américaine. Et puis il est revenu, ça n'a pas marché, etc. Il est reparti. Et il travaillait dans l'informatique. Il était directeur chez Intel, hein, pour vous dire à quel niveau il était. Et puis je l'appelle, il me dit ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, moi je suis disponible pour te balader un peu, etc. Je lui dis oui, avec plaisir. Il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis voilà, je vais faire 2 ou 3 trucs comme ça. Et puis il me dit, si tu permets, je vais te faire une proposition, comme il travaille très à l'américaine, en précision, etc. Quelques jours après, il me fait un plan de road trip à travers la Californie et le Nevada. Donc on est parti avec sa voiture, on a fait 5000 km, et en traversant entre autres une partie du désert du Nevada pour aller jusqu'à Las Vegas. On est allé jusqu'à Las Vegas, et voilà, puis en passant par et je raconte tout ce voyage. Alors je le raconte, c'est à la fois un voyage physique, c'est-à-dire on est allé dans des lieux, on a rencontré des gens, etc. Mais c'est aussi un voyage littéraire et intellectuel, puisque à ce voyage physique, c'est superposé un voyage des références à tout ce qu'on peut lire, etc. Voilà. Et par exemple, et puis pendant tout un moment, je ne savais pas si j'allais écrire ou pas, je ne tenais pas du tout le fil là, par lequel... Puis on arrive à un moment donné, j'ai dit à Dahban, qui vit là-bas donc depuis plus de 40 ans, il avait oublié, dans le périple qu'il a tracé, il avait oublié Salinas. Salinas, c'est une petite ville de Californie qui était la ville natale de Steinbeck, de George Steinbeck. Et puis je lui dis, Dahman, il faut un peu... Moi, j'étais un lecteur comme beaucoup de gens de ma génération, de Steinbeck, de sa problématique qui était d'un auteur progressiste qui a fini par soutenir la guerre du Vietnam, etc. Il me posait problème. Voilà, il me posait problème. Je voulais découvrir davantage sa vie, etc. Puis on est allé. Il m'a dit oui, c'est vrai, j'ai pas prévu, mais il me dit ça m'intéresse aussi parce que ça fait des années que je voulais faire ce voyage aussi. Et on y est allé. Et Salinas, la ville natale de Steinbeck, donc, est une petite ville. Petite ville, comme on voit qui est un peu visible, pas visible, mais en tout cas elle a été bien reconstituée à l'est d'Éden, puisque c'est inspiré
d'un roman de Steinbeck, justement, avec James Dean. C'est une petite ville écrasée par le soleil, avec de grandes rues poussiéreuses, dominée par une colline un peu tabulaire. Et on marchait avec Dahman, qui n'est pas du tout littéraire. Et puis il faisait très chaud, etc. C'était en plein mois d'août, il faisait chaleur, etc. Et Dahman, on marche comme ça pendant une demi-heure pour aller à la maison de Steinbeck, sa maison natale. Puis à un moment donné, il me dit, et c'est la phrase qui a déclenché il me dit, quand on naît et on grandit dans une ville pareille, soit on se flingue, soit on devient écrivain. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, il y a quelque chose. Il me dit, soit on se flingue, soit on devient écrivain. Voilà, parole de quelqu'un qui... Je dis, voilà, tu viens de me donner la clé du récit. Et voilà, donc, ça c'est la première partie, c'est un voyage donc, en Californie, je vais en parler davantage. Puis la deuxième partie, c'est un voyage au Canada. Et concernant la première partie, évidemment, j'arrive le premier jour, hein, on arrive à San Francisco, je descends d'avion, il y a un cousin qui devait venir me chercher, un vrai cousin, hein, parce qu'il y a des cousins, ce titre, mes cousins des Amériques, c'est à la fois de vrais cousins, c'est aussi des Algériens, mais c'est aussi des Indiens des Amériques que je considère comme étant, on a un cousinage d'ordre, j'allais presque dire civilisationnel, hein, c'est-à-dire on a connu les mêmes évolutions, le même destin, peut-être qu'on a résisté un peu plus qu'eux parce qu'eux ils sont vraiment en voie d'extinction, mais ils continuent à résister quand même. Donc j'arrive, cousin devait venir me chercher à l'aéroport, etc. Et c'était vers 5h de l'après-midi, un samedi. Et ce cousin me dit par téléphone, par SMS, écoute, il y a un embouteillage comme j'en ai jamais vu à San Francisco, parce qu'il fallait rentrer. Il me dit, j'arriverai jamais à l'heure, tu sors et tu m'attends à l'extérieur parce que j'aurai pas à me garer, etc. Puis je sors, il m'a indiqué où il fallait attendre, il fallait sortir de l'aéroport. Je suis assis comme ça à l'attendre. Et en voyant les premiers bouts de San Francisco, etc. Et puis je vois les voitures passer. D'abord, je constate qu'il y a beaucoup de Chinois, c'est-à-dire les conducteurs qui passent, etc. Et à un moment donné, j'étais dans ma rêverie comme ça, puis j'entends quelqu'un au téléphone qui était un peu plus loin que moi, parce qu'on entend parler toutes les langues. Il lui dit « Inna sihadou shaqliha b'dar ». C'était quelqu'un de chez nous qui était là-bas. Et voilà, donc je me suis dit, voilà. D'ailleurs, le premier texte s'appelle Haddouche au pays des hippies. Parce que j'ai trouvé que c'était absolument fabuleux d'associer, d'arriver à San Francisco et le premier nom qu'on entend, c'est Haddouche. Voilà. Donc puis après, bon. Puis après, je vais beaucoup m'intéresser à l'histoire des hippies, de la contre-culture, etc. Je vais aussi beaucoup m'intéresser aux Algériens, à l'élite algérienne de la Silicon Valley, parce qu'il y a des gens de très très haut niveau. Il y a une association qui s'appelle les Algériens, l'association des Algériens de Californie du Nord, dans ce Dahman, cet ami Dahman. Il m'a organisé une rencontre avec des chercheurs algériens à l'université de Stanford, qui est l'université connue pour avoir produit le plus de prix Nobel dans toutes les disciplines du monde. C'est-à-dire toutes les disciplines scientifiques, sciences sociales, etc. C'est l'élite de l'élite de l'élite qui se trouve au cœur même de la Silicon Valley. Hein, donc je discute avec eux et c'est là où je constate
contrairement à toutes les problématiques des Algériens que j'ai rencontrés ailleurs, ceux-là sont très bien dans leur peau. C'est des gens qui ont réglé, et évidemment, en plus on est dans des positions sociales correctes, moins on souffre de... Ils ont tous fait énormément pour essayer de faire quelque chose avec l'Algérie. Il y en a qui viennent enseigner gratuitement dans les universités, etc. Ils sont très bien dans leur peau, ils ont réglé le problème de la bi-appartenance. Leur pays, c'est l'Algérie, ils le disent. Et puis donc, et je m'intéresse aussi, ah oui, alors, pour continuer avec les anecdotes, depuis le début du voyage, Californie, il n'y a pas beaucoup d'Algériens, hein, il n'y en a pas beaucoup. La Silicon Valley, pour réunir quelques-uns déjà, il fallait plus d'une semaine d'organisation. Donc c'est pas comme en France ou au Canada, on passe dans des quartiers, il y a plein d'Algériens. Non, là-bas, il y en a très peu. Et puis on s'amusait avec Ahmed à se dire, tiens, on va aller là, tiens, ouais, c'est un Algérien, hein, on voit quelqu'un comme ça. Puis on cherchait, on n'en trouvait jamais, on a fait la côte ouest, Malibu, etc., tous les trucs là, toutes ces petites villes côtières où des Richards américains de Hollywood, etc., où il y a beaucoup de... on tourne beaucoup de feuilletons, Santa Monica, etc. Et on se disait toujours, on va peut-être rencontrer un Algérien, et on arrive à Hollywood. Et j'ai dit à Dahman, moi je voudrais, on a eu du mal à se garer, etc. Il m'a dit, écoute, moi je me mets en deuxième position, et je reste dans la voiture. Il me dit, parce que moi je voulais aller sur, vous savez, sur le boulevard Hollywood, il y a les étoiles des stars, etc. Et moi je voulais voir celle de Paul Newman, parce que j'adore cet acteur. Je me suis dit, je vais aller voir l'étoile. Et puis je suis parti, je l'ai laissé dans la voiture. Je suis parti, je ne me rendais pas compte que c'était aussi passer 3 km de boulevard ou plus. Donc je cherche comme ça, je ne me rendais pas compte que ça prenait du temps. Et je ne trouve pas l'étoile de Paul Newman, je travaille, je reviens sur l'autre endroit, ça prend autant de temps, je ne me suis pas rendu compte que ça a pris 1h30, quoi. Et je retrouve, et je reviens, je vois la voiture qui n'est pas là, elle est un peu plus loin, garée, et je vois Dahman qui était assis à l'entrée d'une boutique de t-shirts, etc. Puis j'arrive, il m'engueule, bon, tu es allé, tu vois, tu m'as fait prendre un procès, etc. Il me dit, écoute, etc. Puis il me dit, bon, maintenant que j'ai pris le procès, ben, allez, on peut laisser la voiture. Il me dit, mais la prouesse, c'est que j'ai trouvé l'Algérien. Et effectivement, il a trouvé un gars d'El Harrach qui avait une boutique à Hollywood, qui vendait qui était en plus d'un quartier que je connais bien, puisque j'ai fait mon lycée là-bas. Alors, toute cette problématique de la contre-culture, des écrivains comme Allen Ginsberg, Burroughs, Kerouac, puis tous les... oui, la musique, toutes ces canaux d'irrigation à partir de la contre-culture qui ont envahi le monde. Hein, tout cela était parti donc de là-bas, ça a été évidemment récupéré par le système, puisque le système américain il est extraordinaire, c'est-à-dire il y a des choses qui s'élèvent contre lui et il les digère. Et moi je me souviens quand on était adolescent, on allait au lycée, etc., on avait les cheveux longs, les vestes militaires, un peu comme les hippies, la police de Boumediene nous les enlevait, etc. Et donc j'essaie de lire tout ça, puis je reviens un peu en arrière, je dis, et je le dis, un voyage se fait 3 fois. Le même voyage, on le fait toujours 3 fois. La première fois, c'est quand on le prépare. On va
faire les plans, où est-ce qu'on va, etc., prendre les billets d'avion, etc., machin. La deuxième, c'est quand on le fait. Quand on le fait, on va sur place, etc., faire les repérages. Et la troisième fois, c'est quand on l'écrit. Et c'est la plus intéressante. Parce qu'on a passé les deux trucs, les deux premières phases, et là, on a tout, on a les impressions, les notes qu'on a prises ou pas, les photos, le souvenir des gens, des paysages, et on écrit. Donc, et c'est pendant cette phase-là qu'on fait de la recherche. Toutes les choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas comprises, etc., on va chercher. Et là, quand je suis arrivé à cette phase, en parlant de la Californie et de la contre-culture, je m'aperçois que Boumediene, qui luttait contre l'impérialisme américain, contre la culture américaine dominante, etc. Je rappelle par exemple pour les gens qui sont en âge de se souvenir de cette époque, en 1967, quand il y a eu la guerre de Suez, une des réactions de l'Algérie, pas seulement de l'Algérie, de beaucoup de pays, c'était de boycotter des artistes, des écrivains, des réalisateurs, etc., qui étaient susceptibles d'être israéliens ou de soutenir ou d'avoir soutenu, etc., si bien que tout le cinéma hollywoodien était interdit en Algérie. À l'époque, là, on ne voyait pas de... on a eu la chance, à cette époque-là, comme il fallait quand même faire tourner les cinémas, d'avoir les films soviétiques, qui étaient fabuleux. On a découvert le grand cinéma soviétique, simplement qu'il n'y en avait pas assez, donc ça tournait un peu en rond au bout d'un moment. Hein. Et je découvre que pendant cette période-là où on nous interdisait, etc., Boumediene donnait l'asile politique à des hippies. Il y a eu 350 hippies qui étaient des réfugiés politiques en Algérie. Et mieux ou pire, je ne sais pas comment le dire, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Timothy Leary, qui était on l'appelait le pape du LSD, qui est chanté par des gens comme les Pink Floyd, etc. Son nom est dans les paroles des Beatles, etc., de Rolling Stones. C'est vraiment un vrai pape, etc. C'est lui qui poussait à la consommation du LSD, qui a créé presque une nouvelle religion sur la base des paradis, du LSD, etc. Et ce monsieur a été arrêté justement à cause de ça. Il a été enfermé dans une sorte de prison clinique. Et il y a un groupe d'extrême gauche américain qui va le faire évader et le ramène en Algérie. Il est reçu en Algérie comme un réfugié politique, le pape du LSD. Après, ça va mal se passer. Avec les Black Panthers, avec Edwige Cleaver, ça va très mal se passer entre eux, etc. Et il va repartir. Mais pour vous dire que ce qui était interdit pour nous, les hippies étaient là. Il y avait un camp de hippies à Hammam Louen, dans la Mitidja, et ils sont partis en Espagne à la mort de Franco, à partir de 1975. Ils vont quitter l'Algérie. Tout ça pour vous dire que ce voyage se termine pendant que je ne savais pas qu'en allant vers la contre-culture était là et que j'aurais pu très bien rester chez moi. Voilà, ça c'est le premier voyage. Et le deuxième voyage, je l'ai fait en 2016 au Canada, à Montréal, essentiellement à Montréal. Et puis j'ai fait une pointe à New York. Je me suis payé le luxe de prendre le bus de nuit de Montréal à New York. C'est un peu un voyage mythique qui a été filmé des dizaines de fois, etc. Je voulais le revoir, ressentir ce qu'on ressent
quand on passe toute une nuit à dormir dans un bus, en traversant la campagne, etc., on ne voit rien parce que c'est la nuit. Puis on arrive, on ouvre et on tombe dans la plus grande ville du monde. Voilà, dans une espèce de vertige comme ça. L'expérience en valait la peine. Et au Canada, donc, je vais essentiellement... Je me suis rendu compte, j'ai passé peut-être 15 jours ou un peu plus. Et quand j'ai fait le bilan, j'ai quasiment pas vu de Québécois. Je n'ai vu que des Algériens. Enfin, la seule Québécoise que j'ai vue, c'est la femme d'un copain qui est journaliste. Ils sont journalistes tous les deux. J'avais dîné chez lui, donc j'ai discuté un peu avec les Québécois. Mais sinon, j'ai vu que des Algériens. Parce que c'est ça qui m'intéressait en fait. Je voulais savoir comme l'immigration algérienne est très très nombreuse, de plus en plus nombreuse. Il y avait 4000 Algériens dans la province du Québec en 1990, ils sont 100 000 aujourd'hui. C'est énorme. Hein, il y a plus les sans-papiers qui ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns effectivement. Alors, communauté très divisée comme on est en Algérie, hein, très divisée, etc. Politique, idéologique, Kabyles, non Kabyles, à l'intérieur des Kabyles, les Kabyles ceci, les Kabyles comme ça, enfin, toutes les divisions possibles et imaginables qu'on peut trouver en Algérie se retrouvent là-bas multipliées par deux, enfin, et aiguisées par l'exil, par les conditions, etc. Et puis, oui, meilleure, plus grande possibilité d'expression, meilleur système scolaire pour les enfants, etc. Et déclassement général aussi, parce qu'on dit à Montréal, par exemple, 3 chauffeurs de taxi sur 5, à Montréal, ce sont des ingénieurs algériens, ou des médecins algériens. C'est-à-dire pour donner une idée du déclassement, mais c'est encore pas ça, parce que c'est pas une enquête journalistique c'est surtout sur le plan mental que ça m'intéressait de voir comment on transporte son algérianité dans l'exil, et notamment dans l'exil dans un pays qui a aussi ses déchirements, puisqu'on sait très bien l'histoire du Québec, sa volonté de se démarquer politiquement, culturellement du Canada, de cette domination de l'anglais sur le français qui est là-bas la langue opprimée, alors que chez nous c'était la langue... donc il y avait une problématique qui m'intéressait, et puis surtout du rapport entre le Québec et l'Algérie, parce que dans les années 70, il y avait un mouvement de libération du Québec qui s'appelle le PQI, et qui avait un représentant dans Alger, qui, à l'époque où elle était la mecque des révolutionnaires. Donc ils étaient, et d'ailleurs pour les gens qui connaissent, enfin qui lisent Mamri, dans La Traversée, dans son dernier roman commence par ce journaliste qui s'appelle Mourad, qui travaille dans un journal. On est dans les années 60, juste après l'indépendance, à Alger, et il reçoit deux exilés politiques québécois, et maintenant c'est nous les exilés là-bas. Maintenant c'est nous, il y a un renversement de tendance, et il y a surtout que l'image de l'Algérie, de sa lutte de libération, etc., pour un mouvement révolutionnaire comme le Parti québécois, était un modèle absolument fabuleux à l'époque. Et tous les révolutionnaires québécois reconnaissent en Algérie une source d'inspiration, vraiment à ce niveau-là. Et puis maintenant, l'image de l'Algérien s'est dégradée d'une façon tragique. Hein. J'ai pu parler avec un Algérien qui vit là-bas depuis 50 ans. Il m'a dit c'est terrible ce qui nous est, enfin l'image
Voilà, j'ai l'impression que je suis un peu bavard. Voilà, donc j'ai tenu à raconter ces voyages, mais c'est pas un carnet de voyage, hein. C'est pas qu'un carnet de voyage. C'est aussi un voyage dans mes voyages littéraires, etc. Parce que j'avais envie aussi de revisiter plein de choses en étant allé dans les endroits. J'étais par exemple fabuleusement impressionné de voir toutes ces plaines dans lesquelles John Steinbeck a fait évoluer ses personnages. On a un combat douteux, par exemple, Krieg de 29, etc. Tous ces ouvriers agricoles. C'est impressionnant de voir ça pour de vrai, quoi, de voir ce que c'est devenu. Donc, voilà, je vous laisserai éventuellement poser des questions.